Chanel, tu parlais de résilience dont tu as fait preuve, dont ta mère aussi a fait preuve et fait preuve encore aujourd'hui. Comment vous faites pour faire preuve d'autant de positivité? Vous le racontez presque avec de l'humour aujourd'hui. Comment vous faites? À ce que certains veulent faire croire. D'abord, il y a le sentiment que tu n'as rien fait. Ouais. Il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a pas de culpabilité. Donc, s'il n'y a pas de culpabilité, en même temps, il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de colère, il n'y a aucune rancœur. Effectivement. Moi, j'ai parlé même avec le fils de Sékou Touré au téléphone avant qu'il ait ses déboires, qui se retrouve en prison. C'est elle-même qui m'a donné son numéro. On a eu à discuter. J'ai discuté aussi avec un enfant de Siaka. Je voulais discuter avec sa fille, mais je m'en suis passé. Paix à son âme, elle est malheureusement décédée. Bon, des fois aussi, j'essaye de faire preuve de discernement parce qu'il y a d'autres qui ont beaucoup plus souffert que nous. Il faut le reconnaître, il faut le marquer. Les parents ont été tués. J'arrive, c'est de ça. Il y a des gens qui ont été torturés, qui ont été assassinés. J'ai mon cousin, par exemple, Amadou Tounkara, qui ne sait jusqu'à présent pas où est le corps de son père. Il y a le président, le secrétaire exécutif de notre association. Ça fait beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Donc, des fois, tu ne veux pas frustrer ces gens-là. Parce que si tu vas trop vers les bourreaux aussi. Mais le problème, en général, c'est qu'il y a des gens en dehors de ceux-mêmes. Et puis d'ailleurs, la plupart de ceux qui ont commis ces crimes ne sont plus là. Ils sont plus là, effectivement. Ils sont décédés, ils sont dans la vérité de Dieu. C'est leur enfant. On ne va pas reporter ça sur leur enfant. Mais ce qui est choquant, et j'en profite sur votre antenne pour le dire, sur votre émission, c'est que vous avez des gens, malgré notre résilience, malgré l'envie de pardonner, vous avez des gens qui sont là, qui font croire que oui, vous étiez des criminels, ou vous étiez des ennemis de la République et tout ça. Ou qui ethnotisent le débat. Alors qu'il n'est pas ethnique, puisque dans le Cambodge, il y avait toutes les nationalités. Je parle des nationalités d'abord et ensuite toutes les ethnies. Il y avait tous les âges. D'ailleurs, ma mère n'est pas la moins âgée parce qu'il y a eu des gens qui ont été arrêtés à 16 ans, qui étaient des étudiantes. Il y a d'autres qui ont subi des plus graves sévices, notamment à Kindia. Des bourreaux qui se sont retrouvés eux-mêmes victimes. Je ne voulais pas dire son nom. Je ne veux pas citer de nom. Je me refuse à ça. D'ailleurs, il faudra... Donc, il faut prendre les choses vraiment de manière mitigée. Donc, c'est ça qui fait la résilience, là. Il n'y a pas de haine. En fait, moi, je n'ai aucune haine, contrairement à certains qui m'insultent. Jusqu'à présent, dès que je fais une publication sur Facebook, il y a des gens qui t'insultent, qui prennent un plaisir fou à t'insulter. Sans savoir. Sans savoir. Tes parents vont pourrir en enfer, des trucs comme ça. C'est vraiment incroyable. Très dommage. On reste toujours plus fort parce que, comme je le dis, c'est-à-dire, en fait, la méchanceté découle de la bêtise. Quand tu es méchant, c'est parce que tu es bête, en fait. Très bien dit. Mais à part ça aussi, aujourd'hui, il y a des gens parmi nous, des enfants de victimes, qui sont frustrés. Et il faut reconnaître, cette frustration aussi découle de quoi? De la non-reconnaissance et de la non-réparation. Pas de réhabilitation. Voilà. Parce que quand on vous dit, comme l'a dit déjà tout à l'heure ma maman, il y a beaucoup de gens qui ont été mis en prison, d'ailleurs même là, tous, sous de fausses accusations. Tous. Et quand vous lisez des livres comme le livre de Jean-Paul Alata, président d'Afrique, on vous dit oui, et puis c'est même aberrant, parce qu'on vous dit tu es agent français, américain et nazi. C'est beaucoup ça. C'est même incohérent. Tu ne peux pas être nazi et en même temps travailler pour les Français. C'est pas possible. Donc c'est vrai que ça crée une frustration. On fabliquait des choses, on torturait les gens. On te fait lire. On te fait lire, on te pousse à dénoncer les gens. Mais ça s'est passé comme ça. Et c'est ça qui est... Aujourd'hui, la jeunesse guinéenne devrait essayer de s'imprégner de son histoire en lisant les livres, témoignages, au lieu de les rejeter et de dire
oui, c'était des mensonges. Voilà, de se faire son idée par les rumeurs. Non, ils ne se font même pas d'idées, ils sont manipulés. Effectivement. Et beaucoup manquent de culture, n'essayent pas de connaître la culture de leur pays. On se focalise que sur le côté révolutionnaire. Peut-être que je saute les étapes, parce que je sais que vous allez en venir. Non, demander. Mais on est là, on se dit, oui... Sékou Touré, c'était ceci. C'est vrai, Sékou Touré fait partie incontestablement de notre histoire, qu'on le veuille ou pas. Ouais. Mais ceci dit, c'était pas un ange. Loin de ça. Excusez-moi d'utiliser le mot violent, mais c'était un tueur. Il a fait tuer des gens. Sinon, même Sékou Touré, d'autres le détestent. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont vécu à travers lui. Moi, je n'ai pas la même perception. Moi, j'ai même pleuré quand j'ai appris qu'il avait été fusillé. Or, il paraît que lui-même, il avait supplié, il avait pleuré. C'est ce que j'ai appris. En fait, la perception des gens dépend aussi de ceux qu'ils ont vécu ou des fois même ceux qu'ils ont entendus. Et ici, moi, je trouve que c'est dommage en Guinée, même dans nos écoles, dans nos universités, on ne nous apprend pas notre histoire. On nous apprend celle des autres. Mais à partir du moment en quoi ça nous concerne, celle des autres? Si on n'est même pas dans notre propre pays, on ne connaît pas notre propre histoire, j'ai l'impression des fois que cette conversation, même, elle est taboue. Bien sûr. Parce que moi, c'est dans ma famille. Je suis petite fille d'Émile Condé. Et nous, quand on parle de mon grand-père avec beaucoup d'amour, de la personne qu'il était. Mais quand j'en parle dehors, je sens directement avec certaines personnes cette hostilité-là. Ils ne me le disent pas directement, mais c'est ça. Il y a une hostilité. Parce qu'en fait, on a inculqué dans l'esprit des gens que l'autre, c'était le super patriote et que nous étions des traîtres. Mais ce qui n'est pas vrai. Parce que quand je prends l'exemple, c'est même pas d'un Guinéen, je prends l'exemple de Jean-Paul Alata. J'ai lu son livre et ça m'a vraiment touché. Quand je prends l'exemple de ce monsieur qui est un Français, qui a tout abandonné, qui a renié son pays, qui s'est mis à dos sa culture, sa nationalité, et qui est venu défendre ce pays, qui a même pris les armes pour défendre contre l'agression avec son premier garçon qui était un blanc, et que ce gars se retrouve en prison, accusé de trahison, de tout ça, et qu'on pousse même à dénoncer d'autres personnes. On l'humilie, et qu'on, même après l'avoir libéré, on cherche à le salir, et finalement qui a été probablement assassiné. C'est très aujourd'hui, ce qui est important, moi je dis la résilience, c'est d'abord ça. C'est que nous, les gens nous pensent que les gens du Camboiro, ils sont haineux, c'est faux. Ils n'ont aucune haine. Vous en êtes l'exemple d'ailleurs. Exactement. Et l'affaire des écoles et tout ça, tout récemment, lors des assises, on a déposé un mémorandum dans lequel exactement, une des revendications, c'est que ça soit enseigné dans l'histoire, dans les écoles. C'est très important. Moi, c'est un truc qui est très important pour moi. Moi, je ne cherche pas une vedette. Je le dis toujours, je suis une victime collatérale. Parce que la vraie victime, la vraie victime, ce sont mes tantes, tous les tontons que j'ai connus. Enfin, je les appelle. Pour moi, c'est une famille. C'est ça. Et je le répète, ça m'a peiné d'entendre que Siaka a été fusillé. Mais d'autres, même s'ils ne sont pas ravis de ça, il leur a fait beaucoup de mal. Moi, il m'en a fait un peu moins par humanisme, je ne sais pas. Parce que de toute façon, un bourreau a toujours, d'une certaine manière, un cœur. Il a un petit cœur faible. Bon, moi, le seul inconvénient des fois qui m'énerve, c'est ce côté que les gens, comme elle l'a si bien dit, les gens ne veulent pas aborder, ils ne veulent pas voir ce côté-là de l'histoire. Ils ne veulent pas recevoir. Et c'est frustrant. C'est là la frustration. C'est de là découle la colère. C'est de cette frustration. Sinon, si depuis longtemps on avait réglé ce problème en 85, quand on a commencé, on avait dit oui, bon, c'est bon, on demande pardon, on est désolé et tout. Mais aujourd'hui, parce que si quelqu'un te gifle, par exemple, il t'a giflé, tu vas avoir la douleur. Mais si après il vient, il s'excuse, il te dit oui, désolé, je ne savais pas ce que je faisais. C'est déjà mieux en tout cas. Mais toi-même, tu vas te dire pourquoi je vais encore, à moins que tu sois, je ne sais pas, un pervers ou je ne sais pas. C'est ce que moi je pense dans ma tête. Donc, mais quand on vous dit non, ce n'est pas arrivé,
Ou bien non, vous le méritez. C'est ce que d'autres disent, vous le méritez parce que vous étiez des traîtres. D'ailleurs, même on aurait dû vous tuer. C'est ce que vous dites, c'est votre message, je vais finir là-dessus, mais c'est votre message à vous deux, c'est de vous adresser aux jeunes et que les jeunes apprennent et que les jeunes comprennent pour mieux recevoir l'information et mieux la respecter. Comme on dit même dans ce cas-là, même moi, si j'ai pu sortir de la Guinée après mon incarcération, c'est grâce à Siaka. Bon. C'est grâce à lui que j'ai pu épouser mon mari qui était là en ce moment, fonctionnaire de l'OMS à l'époque. Donc il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Mais il faut que les gens comprennent. Il n'y a pas de haine en nous. Il n'y a pas de rancœur. Tout ce qu'on cherche, qu'on comprenne ce qu'on a subi et qu'on cherche à nous réhabiliter. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Le message est très clair. Moi, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon boulot. Depuis que je suis sortie de prison, je n'ai plus retravaillé. Et tout. Je ne cherche pas de compensation, mais qu'on me réhabilite. Et tout. C'est important. C'est très important dans ma vie. À mon âge, là, maintenant, c'est tout ce que je cherche. Je voulais juste rajouter par rapport, comme on a fait une commission nationale de quoi là commission nationale de discussion, je ne sais pas, CNA ou j'ai oublié. Le président enfin, de la transition a initié ça. On est allé même, au nom de l'association, on a déposé un mémorandum. On parle beaucoup de réhabilitation, on parle surtout beaucoup de comment ça s'appelle, de réconciliation. Mais moi, je ne vois pas pourquoi on parle de réconciliation, parce qu'on n'était pas un pays en guerre. On ne s'est pas fait une guerre. C'était pas volontaire, c'était pas... Voilà, c'est un régime, ou plus les autres régimes, parce que ça a été la succession. Du régime. Les autres régimes ont fait la même chose que l'autre, parce que, exactement, il y a eu, comment dirais-je, il n'y a pas eu de réhabilitation, de reconnaissance. Donc, il y a eu la Commission nationale des assises. À cette occasion, on a rencontré la commission, on a déposé un mémorandum qui est clair. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais il y a un côté qui est évident. Il y a un début de quelque chose en tout cas. Voilà, c'est que déjà, il faut insérer ça dans les programmes scolaires. Il faut que, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que tous les enfants qui sont quasiment nés après 1980 ou je sais pas, 84, ne se rendent même pas compte de cette partie de l'histoire. Ils ne connaissent pas. Il y a une vraie ignorance. Et aujourd'hui, on parle plus de réhabiliter Sékou Touré, parce que moi, j'ai eu des débats avec des jeunes, des très jeunes, qui mettent Sékou Touré comme si c'était, je ne sais pas, un héros national, mais ils ne se rendent pas compte de ce que lui, il a fait. Des dégâts qu'il a fait. Il y a tout. La destruction du pays, intellectuellement, et tout, à tous les niveaux. C'est parce qu'on n'en parle pas. Oui, on n'en parle pas. Mais oui, ils connaissent pas. On refuse d'en parler. On n'aborde pas le sujet. Mais si on veut qu'il y ait une réconciliation, entre guillemets, parce que moi, je n'aime pas utiliser ce mot, je me dis, quelle réconciliation? Moi, je suis réconcilié déjà avec tout le monde. C'est pas ça. C'est juste de dire, oui, de réhabiliter les gens. Le vrai problème, c'est la réhabilitation. C'est comme, j'aime pas utiliser un mot que certains, même dans notre association, c'est la cassation, soi-disant, on doit casser les jugements. Quel jugement? C'était des faux jugements, c'était des faux procès. Donc, on casse un procès qui est vrai. Mais quand on fait un procès qui est biaisé, ça ne sert à rien. C'était un comité révolutionnaire de 3 personnes qui n'avaient aucune connaissance juridique et qui vous accusaient, qui mettaient tout par écrit et qui vous disaient il faut reconnaître. Tu ne reconnais pas, on te torture. Et on te dit accuse tel, parce qu'on les détestait. Je me nomme. C'était plus... et il y avait beaucoup de comment ça s'appelle, de règlement de compte, de jalousie, de ceci, de cela. Parce qu'il n'y a pas que des politiciens qui ont été tués. Même ces politiciens qui ont été tués parce que simplement, ceux qui étaient au sommet, eux-mêmes étaient jaloux de leurs amis. La base n'était pas celui-là. Je suis d'accord avec vous, parce que la source, en fait, la source même, la base même,
elle est pas propre, elle est pas dire propre, de manière familiale. Et jusqu'à présent, nous en souffrons. Voilà, c'est ça. Donc, comme c'est pas possible, comme un sol qui n'est pas fertile, ça ne poussera pas. Jusqu'à présent, nous en souffrons. Revenir à la base pour nettoyer les choses. C'est pour cela, malheureusement, on est obligé de toujours s'exiler, de machin. On aime plus l'extérieur que l'intérieur. On vit sur un faux chauvinisme. C'est-à-dire, on fait croire qu'on aime notre pays, mais en réalité, on est... Parce que tout ça a été biaisé. C'est vrai que ça a un problème. Donc, c'est le seul message de fin que je veux faire passer. Il faut, d'ailleurs, je vous félicite pour ça, il faut que la presse, s'implique dans ce problème réellement, arrive à le vulgariser, nous aide à vendre les livres qu'on a. Malheureusement, je n'ai pas amené un livre, d'ailleurs, que j'ai vendu tout récemment aux 72 heures du livre, qui parle de la femme de Dr Marega. J'en profite pour parler d'elle qui a été, je ne l'ai pas rencontrée personnellement, mais selon son livre, elle était la première pharmacienne de ce pays. Elle a été la première femme bachelière de ce pays. Incroyable. Ces femmes qu'on ne connaît pas, malheureusement. Son mari a été le premier chirurgien, mais fusillé, tué. Mais ça, c'est... Voilà des choses que notre jeunesse doit absolument connaître. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est grave. Nous-mêmes, au sein de l'association, il y a beaucoup d'enfants de victimes qui n'ont pas la perception réelle de ce qui s'est passé. Ils n'ont la perception qu'au niveau de leur famille. Ils ne connaissent pas tout. C'est vrai. Ils ne savent pas. C'est pour ça que c'est important de se réunir et d'en parler. D'où l'association des victimes du Cambouaro qui existe également et qui fait beaucoup d'actions et essaye en tout cas de sensibiliser le plus possible. La dernière fois même, il y avait un événement, hommage aux femmes, puisqu'on oublie souvent les femmes qui ont été emprisonnées, qui ont été victimes collatérales. Donc c'est des initiatives qui sont importantes et je pense que, comme vous le disiez, le fait de parler, de venir dans ce genre d'émission, c'est un peu la raison pour laquelle on a voulu faire cette émission, puisque c'est important, des années plus tard, de toujours en parler. Il y a une femme qui a été fusillée dans ce pays. Des choses qu'on ne sait pas, qu'on ignore. Il y a des gens qui ont été pendus, mais on fait toujours comme si rien n'existe, quoi. Et c'est pas bon. Il faut vraiment qu'on mette l'accent sur ça, la communication. Et qu'on arrête de nous diaboliser. C'est vrai, effectivement, j'allais le dire. Je pense même le message encore plus important, c'est de rappeler aux autres que vous n'êtes pas dans une politique de haine ou de confrontation constante, de séparation. Vous demandez simplement votre droit le plus basique, le plus naturel. Absolument. Et ça se comprend. Et j'espère que beaucoup de personnes regarderont cette émission et peut-être que ça les poussera à se renseigner et acheter les livres dont vous parlez tout à l'heure. Parce qu'il y a assez de témoignages. Cambouaro de Alcénie René Gomez, La vérité du ministre, Madame Marega qui a écrit Rescapée du Cambouaro, bien qu'elle n'ait pas été au Cambouaro, c'est son mari, elle a été obligée de fuir la Guinée. Donc, il y a plein de trucs. Il y a toutes les manières et en plus, il faut intégrer ça dans le programme scolaire. C'est très simple. De la même manière qu'on parle de ce que Sékou Touré a fait dans le cadre de l'indépendance, de la même manière, il faut donner le côté obscur du régime. C'est tout. Ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de notre histoire. Parce que partout, on en parle. Dans le monde entier, chaque pays a son histoire, côté blanc et côté obscur. De la même manière, nous devons, nous aussi, accepter, avoir le courage d'aborder notre histoire. C'est ce qui va renforcer même l'intellect de notre jeunesse. Elle va être beaucoup... Aujourd'hui, notre jeunesse, elle n'est pas si patriotique que ça, en réalité. Elle ne connaît pas son histoire. Elle n'a aucun nationalisme, elle n'a aucun respect, elle ne fait rien. Vous marchez dans la rue, vous voyez les jeunes, comment ils se comportent, ils n'ont aucun respect pour leur pays, pour leur nation, pour leur... Malheureusement. Mais les choses vont changer. Moi, j'ai espoir. Les choses vont changer. Plus jamais ça, vraiment. Grâce à vous. Grâce à vous. Plus jamais ça. C'est le slogan. C'est le slogan de la presse. Plus jamais ça. Grâce à vous, grâce à vous. Je vous encourage dans des émissions comme ça encore davantage. Invitez plus de gens de l'association.
Avec plaisir. Il y a d'autres, il y a bien sûr, amis à moi et tout, qui ont fait la prison aussi, peut-être pas aussi longtemps que moi et tout, mais qui sont là aussi, qui participent souvent au truc et tout. On les recevra avec plaisir. Grand merci. Le merci est trop petit. C'est tout à fait normal. Je sais que vous prenez de l'âge et que de ressasser, c'est pas toujours facile, mais d'accepter de venir dans cet espoir justement de sensibiliser et de nous apprendre. Moi, j'en ai appris beaucoup et je sais qu'aujourd'hui, j'ai encore plus envie de m'informer. C'est ça. Merci vraiment pour ça. Mais justement, dans la causerie du midi, on a la rubrique identité qui est faite pour ce type d'épisode. Et Josh va nous rejoindre tout de suite sur le plateau pour nous en dire un peu plus sur ces autres femmes qui ont aussi vécu des expériences bouleversantes lors de cette période. Josh, bienvenue sur le plateau. Merci. Tu écoutais sur le côté. Ah oui, j'étais à côté et j'avais même plus envie de venir sur le plateau. Ah oui, j'avais envie d'écouter maman, grand frère, parce que c'est vraiment une histoire émouvante. Ça fait que ça fait bizarre d'être au Kambaro, mais moi j'avais l'intention d'être, j'avais imaginé moi Josh là-bas. Pour que ce soit mon histoire. Ah, tu voulais que ce soit ton histoire. Parce que c'est vraiment une histoire très, très intéressante. Absolument. Elle est belle. Donc, tu as cette rubrique, la rubrique identité, pour nous parler de ces autres femmes. Parle-nous-en. Il y a, au-delà de maman, il y a des femmes qui sont aussi aujourd'hui héroïnes du Kambaro. Il y a Otiasso. Elle dit j'étais secrétaire de direction en 1971, donc c'est en 1971 qu'elle a été arrêtée. Elle n'avait que 27 ans, elle avait 3 enfants et malheureusement elle était enceinte, mais avec les secousses de l'arrestation, elle a perdu son bébé. Il y avait Hadja Aïssatouba, peu après l'arrestation de son mari aussi en 1971, elle a également été arrêtée et transférée à Kindia, où elle a séjourné quelques semaines. Grâce au courage de sa fille aînée, Néné Mariamaba, pharmacienne, que sa famille a pu supporter toutes les difficultés de la prison et puis tout ce qui va avec. Malheureusement, en 1998, elle est morte ici à Conakry. Il y a Hadia Toubari. Elle est née le 5/3 mois 1934. Elle a été arrêtée en 1971 également à Dalaba avec sa belle-mère Hadia Toubari. Quelques semaines seulement après l'arrestation de son mari. C'est la grand-mère de... Ah là là. Elle sera retenue à la prison de Kindia. Oui, elle était là. Elle sera donc retenue à la prison de Kindia des dizaines de jours avant d'être libérée. Mère de 5 enfants, elle est aujourd'hui décédée le 31 8e mois 2012 ici à Conakry. Il y a Hadja, pour terminer, il y a Hadja Josephanta Keita, née en 1928, vous remarquerez que c'est la même date que Camara Lai, enfant noir. Et elle a été arrêtée aussi en 1971 à Kissidougou et transférée à Cancan, donc là-bas en forêt, et elle se retrouve en Haute-Guinée. Elle a été torturée et enfermée. C'est Hadja Josephanta Keita. Sous la torture, elle fera une fausse couche avant d'être libérée plus tard. À la sortie de prison, elle se réfugie avec ses enfants à Cancan où elle décède en 2006. Et voici quelques noms que j'ai pu retenir. Wow. Ça donne des frissons. Ouais. Ça donne des il y a bien d'autres femmes. Il y en a beaucoup. C'est vrai que dans la cellule de maman, que les 8 femmes qui étaient avec ma maman, que je tanti Mara Oria, Tigidanke Garabi, Marie Lorofi, Kamara, la femme de Kamara. Il y a aussi Mara Oria. Elle dit « J'étais employée à la Société nationale d'électricité en tant que secrétaire de direction quand j'ai été arrêtée en 1971, à seulement 23 ans. Mon père fut arrêté quelques mois plus tard. Sous le choc, Henri Guichard, mon époux, prédit la vie en 1972, 11 mois après mon arrestation. Je ne l'ai pas su que 8 ans plus tard de ma sortie de prison. Et ça, c'était en 1977. Incroyable. Donc, il y a plusieurs femmes. Elle a été libérée le même jour que son papa. qu'elle a vu son papa. Incroyable. C'est en prison qu'elle a vu son papa, qu'elle a su que son papa aussi était arrêté. Incroyable. La dernière, peut-être, c'est
Esther Kourouma, même nom que Esther sur le plateau. C'est ma grand-mère. Elle dit, mon mari a été arrêté en juillet 1971. J'avais à peine 37 ans. À l'époque, on exigeait aux épouses des détenus de signer l'arrestation de divorce, de rallier l'intérieur du pays. Donc tu signais, tu quittes Conakry, tu vas à l'intérieur du pays. Une exigence que elle a refusé de signer. C'est donc à Conakry qu'elle a élevé ses 6 enfants dans l'honneur et la dignité. Voilà. Merci, j'ai envie d'applaudir. Vraiment, ça mérite. C'est très émouvant. Vraiment, c'est mérité. Merci à vous, surtout pour votre partage, réellement. Merci d'avoir ouvert le débat encore. Et, moi, à la fin de l'émission, je veux vraiment une photo avec maman. Alors, on l'aura. En tout cas, je vous exhorte réellement, même dans l'émission, je vous exhorte toujours à faire passer ce message-là. Il n'y a pas de haine en réalité, il y a juste une volonté de réhabilitation et de vérité historique. Qu'on sache, qu'on ne mente pas aux jeunes générations, qu'on leur dise réellement ce qui s'est passé. Et puis, on va pardonner, c'est fini. On a même déjà pardonné. Il y a longtemps, on a pardonné. Sinon, je pouvais faire du mal à plein de gens. Mais j'ai aucune haine, j'ai aucune rancune. Ma seule frustration, c'est qu'il y ait des gens qui continuent de refuser de croire en cette histoire. Et vouloir cacher même ça, faire abstraction. Donc ça fait mal. Des fois, j'ai très mal. Des fois, là, ça me... Ça remonte. Ça me donne trop de colère et même j'ai envie de pleurer. J'ai même pleuré plusieurs fois devant des gens qui ont nié. Et là, j'ai l'émotion parce que quand vous allez me faire pleurer. Mais même moi, je suis au bord des larmes. C'est pour ça que je ne parle pas trop. Non, ça ne s'est pas passé. J'ai dit, mais tu es fou. Ben oui, il n'y a rien de plus frustrant. Il a trop de frustration. Mais je comprends. Ça se comprend. Des fois, désolé. Je m'enferme dans mon monde. Je me bloque. Même à mon âge, je m'enferme dans mon monde. Je me bloque. Mais oui, des fois, il rentre et dit non, mais pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre? Pourquoi nous, on a souffert de ça. Pourquoi? Pourquoi cette méchanceté? Parce qu'ils n'ont pas été atteints. Oui, effectivement. C'est ça. Et même ceux qui n'ont pas été atteints, qui ne sont même pas concernés, mais qui se donnent une certaine légitimité de vous dire, mais c'est rien, il faut passer à autre chose. C'est tellement prenant. Oui, on ne passe pas à autre chose. On règle un problème. Effectivement. Comme l'a dit Nelson Mandela, on pardonne, mais on n'oublie pas. Mais on ne peut pas dire passer à autre chose. Passer à autre chose. Sans qu'il n'y ait rien eu. On vit une vie, c'est ta vie. Ça, tu l'as vécu dans ta chair et dans ta tête. On était dedans, on souffrait en silence. C'est ça. Souffrir en silence. Il n'y a rien de pire. Il y a plein de gens aujourd'hui qui souffrent. Moi, j'ai mon frère, le fils de Jean-Paul Alata. Mais il est super frustré, plus que moi encore. On leur a tout pris. Ça, il faut le mettre dans les biscuits. On leur a tout pris. Sa maman est morte. Dans la souffrance. Et on les a traqués pendant des années après encore. On les a bloqués. Ils ont détruit leur vie. Ils ont détruit leur vie. Donc, Ouais. ces choses-là, ce gars-là, il n'arrive même pas à te parler 2 minutes sans... C'est-à-dire, il est tout le temps... Ouais. Donc, même si c'est des années plus tard, c'est encore la douleur est toujours liée. Ces choses-là, on doit les régler. On ne pourra pas passer à quelque chose en Guinée. Tant que ce ne sera pas réglé. Il faut qu'on reconnaisse cette partie de notre histoire et qu'on la règle. C'est vrai, il y a eu d'autres exactions. On le reconnaît. 28 septembre. Mais c'est ça qui a créé tout ça. C'est l'impunité qui a découlé. Oui, l'impunité qui a découlé du règne de Sékou Touré qui continue à entraîner des impunités. Des impunités comme ça. Parce qu'on est habitué à ça. Donc on doit régler ce problème une fois pour toutes. Et il n'est pas question de passer à autre chose. Tout à fait. De continuer d'en parler. Parce que c'est vrai que c'est plus facile de se terrer dans le silence et de se dire c'est peine perdue, mais que vous continuez toujours d'avoir espoir potentiellement à ce que les choses changent et que vous continuez en fait à faire les actions et à participer à ces actions pour que les choses changent et que les gens comprennent. Ça, je le salue et vraiment... et surtout aussi avoir le courage d'être aussi la voix peut-être de certains qui ne l'ont pas, qui n'ont pas cette même bravoure. Parce que, comme elle le dit, c'est facile de se dire... enfin,
on se dit, c'est mieux que je reste dans mes retranchements, ça s'est passé, je le subis, c'est pas grave. Parce que quand on reçoit le type de réaction, quand on parle de cette histoire, c'est vrai qu'on peut se dire, je vais me préserver, rester dans mon coin et garder... faire preuve de violence, être dans la violence, ou le contraire complètement. Pas du tout. Franchement, je trouve que c'est une preuve de courage extraordinaire et ça prouve et ça explique comment vous avez réussi d'ailleurs à tenir autant d'années enfermés. Franchement, c'est pour ça qu'on a voulu faire cette émission. De tout ça, vraiment. En tout cas, merci. Merci beaucoup de courage. On continue à vous accompagner. Ça fait plaisir et vraiment, on souhaite à vous et à la Guinée. N'hésitez jamais de nous faire appel. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Tanti Kassé, Néné Kassé. Merci beaucoup, Daniel. Merci à vous, chers téléspectateurs. Cette émission, c'est 2 émissions. J'espère qu'elles vous ont... Merci à Josh, évidemment. Donc, je le disais, j'espère que cette émission, ces 2 émissions vous ont permis justement d'avoir un œil plus ouvert par rapport à cette histoire, par rapport à ce passé qui est historique et qui concerne tous les Guinéens, sans classe, sans ethnie. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous sur YouTube où vous pouvez revoir cet épisode, ces 2 épisodes, sur la chaîne YouTube de Joma TV. En attendant, je vous dis bonne chance et bonne bienveillance. On reste dans la beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. C'est le message principal de la causerie du midi. Le partage, l'amour et en fait toutes les ondes positives qu'on peut avoir. C'est une histoire importante qu'il faut reconnaître, qu'il faut enseigner à notre génération et aux générations futures. Alors j'espère que cette émission vous donnera l'occasion de le faire ou de commencer à vous intéresser à cette partie de l'histoire qui est importante, plus qu'importante même. Totalement. Et on se retrouve très bientôt dans la causerie du midi, comme Hawa l'a dit. Et au revoir. À très bientôt. Ciao. Ciao.